Mesdames et messieurs, bonsoir. On croyait pouvoir célébrer la nouvelle année avec la fièvre du samedi soir. Finalement, ce fut la valse des patineurs. Et cela continue. Il fait très froid dans toute la France, sauf sur le littoral méditerranéen. Moins 18 degrés dans le nord-est, moins 12 degrés dans le bassin parisien et de moins 5 à moins 10 au sud de la Loire. Remarquez que certains ont été encore moins gâtés que nous. À Moscou, le thermomètre est resté bloqué à moins 45 degrés et à Kirov, à 300 km de là, on a enregistré un record de moins 55 degrés. Nous allons reparler bien sûr de cette vague de froid exceptionnelle par la vitesse avec laquelle elle s'est abattue sur notre pays. Mais avant, quelque chose de tout à fait différent qui nous a intéressés, nous, à la rédaction. C'est un mot, un seul mot qui vient de Chine. Vous allez voir. Ce mot, oui, c'est love, qui signifie amour en anglais. Love est inscrit sur un Dazibao, un journal mural de Pékin. D'habitude, on y lit les pensées révolutionnaires ou les dénonciations des ennemis du régime. Aujourd'hui, c'est le mot amour qui apparaît pour la première fois sur les murs. La Chine, en ce début d'année, n'arrête pas de nous étonner. La Chine qui officiellement a noué en ce 1er janvier des relations diplomatiques avec les États-Unis, également avec échange d'ambassadeurs. Retour au froid, si je puis dire, froid général donc sur l'Europe du Nord. La circulation sur les routes, sur le rail ou dans les airs est complètement perturbée. Depuis ce matin, la sécurité routière recommandait aux automobilistes de ne pas rouler en Nord-Picardie, en Normandie, en Champagne, en Lorraine. Ce soir, cette recommandation s'étend pratiquement à toute la France. Ces images de la capitale, tournées hier soir après le coup de froid de la Saint-Sylvestre, illustrent bien la situation sur le réseau routier dans les régions les plus touchées par la neige et le gel. Circulation particulièrement difficile et accident, malgré le sablage. Grand et petit malheur de l'hiver, voitures qui ne partent pas, serrures ou freins à main bloqués. Il est bon de rappeler quelques conseils en cas de gel, notamment aux automobilistes qui ne sont pas habitués à ces vagues de froid. Il est préférable en ce moment de ne pas fermer sa portière à clé et de ne pas serrer son frein à main. Un truc que les Parisiens ont mis en pratique hier, efficace, la clé de serrure chauffée avec un briquet. Voilà pour la voiture. Sachez si vous prenez le train que le trafic ferroviaire est sérieusement perturbé, retard, train bloqué par des congères, surtout dans le nord ou annulé au départ de Paris. Les aéroports eux non plus ne sont pas épargnés, surtout ceux de Roissy et d'Orly, où des vols ont été retardés ou annulés. Demain, les températures resteront très basses sur la quasi-totalité du pays. Prudence sur les routes, surtout la nuit. Étrangers, premier de l'an frileux et morose de Moscou à Chicago, d'où nous viennent ces images. États-Unis, où tout le centre a été touché par le froid, où des arbres foudroyés se sont abattus sur des lignes à haute tension dans le Texas, privant d'électricité 75 000 usagers. Froid et neige également à Washington, où la distribution d'énergie électrique est aussi sérieusement perturbée. Grande-Bretagne, routes impraticables, aéroports en partie fermés à Londres, villages isolés en Écosse. Allemagne de l'Est, moins 26, moins 35 degrés, trafic routier et chemin de fer complètement désorganisés. Pologne, train réquisitionné pour transporter le charbon vers les centrales électriques thermiques. Le monde grelotte pour cette nuit de Saint-Sylvestre au glaçon. La Sibérie est descendue jusqu'à Moscou et en Pologne, seule l'Europe du Sud échappe pour l'instant au mauvais temps. Allemagne fédérale, 12 personnes sont mortes de froid dans le nord-est du pays. Situation critique des centaines de villages coupés du monde. Des trains et des voitures bloquées par les congères, atteignant en certains endroits 4 mètres de hauteur. Et puis en France, cette dernière minute, toujours la conséquence du froid. Un car a dérapé ce soir sur le Verglas, en Haute-Savoie, dans la région de Manigone. Il y aurait une trentaine de blessés, plus ou moins sérieusement atteints. Notez aussi que ce 1er janvier marque le début d'une série de hausses qui concernent votre porte-monnaie. On vous en a déjà parlé lorsqu'elles ont été décidées. Maintenant qu'elles entrent en application, je vous propose de les récapituler. Nous saurons ainsi à quoi nous en tenir. Pierre-Marie Thiaville. D'abord, les bonnes nouvelles, il y en a. Le minimum vieillesse augmente de 7,5% et passe à 35 francs 34 par jour. Il devrait être à 40 francs à la fin de l'année. Le droit à la retraite à plein tarif, qui était pour les femmes à 63 ans, descend à 60 ans. Pour les hommes, pas de changement, toujours 65 ans. Il est bon de savoir aussi qu'à dater d'aujourd'hui, les allocations familiales pourront être versées à la mère de famille, même si elle n'est pas salariée.
Leur montant, en revanche, n'augmentera pas avant juillet 79. Les hausses de prix. Produits pétroliers, plus 7 centimes sur le super, plus 6 centimes sur l'ordinaire et plus 2 centimes sur le fioul domestique. Le gaz va augmenter aussi, mais on ne connaît pas encore les nouveaux tarifs. Revenons à l'automobile pour les pneus, plus 5 ou 6% suivant les marques. Les tarifs des assurances auto sont libres à dater d'aujourd'hui, mais on s'attend à très peu d'augmentation en raison de la forte concurrence dans ce secteur. Les loyers, pas de changement avant juillet pour les logements anciens soumis à la loi de 48. En revanche, augmentation possible des loyers libres, mais pas plus que l'indice construction, c'est-à-dire autour de 8%. Le rattrapage d'un éventuel manque à gagner sur l'an dernier est interdit aux propriétaires. Quant au HLM, augmentation possible au cours du premier semestre, maximum 10%. Augmentation administrative aussi, la carte d'identité nationale à 30 francs et timbre plus cher pour les cartes grises, les permis de chasser et les cartes de séjour. Résidence secondaire, 4% de droits d'enregistrement au lieu de 2%. Hôtellerie, 33 francs la nuit pour les hôtels qui étaient en dessous, plus 7% pour les autres. Enfin, et c'est un point important, les cotisations sociales augmentent de 1,75%, dont 1,25% pour le salarié. Le reste à la charge de l'entreprise. Le salaire plafond monte aussi de 4 000 à 4 470 francs. Si tout cela vous a un peu déprimé et donné envie de partir au soleil, sachez enfin que les tarifs d'air inter vont monter de 6%. Premier dossier social de l'année 79, l'indemnisation du chômage qui sera en discussion mercredi au Sénat, puis jeudi et vendredi à l'Assemblée nationale. C'est la suite de la session extraordinaire du Parlement. À l'étranger, toujours l'Iran. La journée semble avoir été plus calme que les précédentes, mais l'atmosphère reste tendue dans de nombreuses villes du pays. L'Iran n'a plus de gouvernement puisque le général Azari a remis sa démission dans l'indifférence générale, afin de permettre à M. Bakhtiar de former un gouvernement civil. Et justement, ce soir à Radio Téhéran, M. Bakhtiar a fait cette déclaration. « Avec votre aide et la foi en Dieu, j'espère amener le pays vers un régime social-démocrate. » D'autre part, on apprenait ce soir à Téhéran que les commerçants du bazar avaient adressé un télégramme à M. Giscard d'Estaing à l'occasion de la nouvelle année pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour l'ayatollah Khomeini. De l'étranger encore, ces deux télégrammes. L'armée vietnamienne a commencé ce matin une offensive généralisée contre le Cambodge et sa capitale Phnom Penh. Puis l'Égypte considère comme un geste positif la décision d'Israël de poursuivre les négociations pour un règlement de paix entre les deux pays. 1979 sera l'année de l'Europe. D'abord parce que les Français seront appelés à voter en juin pour élire l'Assemblée européenne de Strasbourg. Ensuite parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la France qui assure la présidence du Conseil des ministres de la Communauté, disons grosso modo le gouvernement du marché commun. Le nouveau président est M. Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères. Maurice Werther, qui l'a suivi dans sa récente tournée au Golfe Persique, brosse un portrait de celui qui devient pour 6 mois l'homme clé de l'Europe. Monsieur, nous sommes réunis pour préparer ma visite dans les pays du Golfe, en particulier dans les Émirats. Je reviens de Guinée. Là, on fait le point des problèmes de Guinée. Il faut maintenant que nous prenions l'ensemble des problèmes du Golfe. Nous avons préparé des dossiers. En 6 jours, du 16 au 22 janvier, M. François Poncet est allé successivement à Bruxelles, en Roumanie et en Guinée, d'où il est rentré le 23 décembre à 5 h du matin. Parce que dans les conversations qu'on va avoir avec ces gens-là, moi je vais leur apporter un certain nombre d'informations, mais il faut sûrement, c'est sûrement comme ça qu'ils regardent leurs problèmes, voir la situation dans la zone de très loin. Que nous intervenions sur le Koweït à travers la filiale française de la British Petroleum. Pas moins, alors ça signifie, parce que dans notre politique d'approvisionnement... Première séance de travail du ministre avec ses collaborateurs. Un contingent qui est le même, ça signifie que le pétrole que c'est BP... Puis, il nous définit le but de son voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 visites officielles à Koweït et aux Émirats Arabes Unis concernent de petits pays par la surface, par la population, mais des pays très importants.
par leur puissance pétrolière. Ce sont parmi les principaux pays producteurs de pétrole du monde. Ce sont donc aussi des puissances financières importantes. Et de ce fait, ils jouent dans l'ensemble du Moyen-Orient et même au-delà un rôle politique important. Et l'objet de mon voyage est de porter le niveau de notre dialogue politique avec ces pays à la mesure du rôle qu'ils jouent. Escale technique à Athènes, rencontre avec le ministre grec des Affaires étrangères, M. Rallis, et interview à la télévision grecque. Encore 4 heures de vol et c'est Koweït. M. François Poncet est accueilli par le cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères. Visite à l'émir du Koweït, cheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah. C'est un homme du désert. Il ne faut pas oublier que les hommes qui gouvernent dans cette partie du monde, dans presque tous les États de cette rive du Golfe Persique, sont des Bédouins. Et de leur origine, qu'ils chérissent. Ils conservent une certaine retenue, une certaine réserve, c'est vrai. Mais cette réserve n'est qu'un des aspects de leur personnage, car depuis lors, ils ont fait le tour du monde, ils sont devenus riches et puissants, ils ont l'habitude de traiter avec les plus grands personnages de la planète. Signe de richesse, un banquet où tout, fruits, légumes, viande, tout est importé à grands frais. Même chose au marché, poires, bananes, fraises, pêche, tout vient d'ailleurs. Même chose pour les voitures, 375 000 grosses américaines pour 1 100 000 habitants. L'essence vaut 20 centimes le litre. Le revenu du pétrole, 8 milliards de dollars en 1978, soit 25 000 $, soit plus de 10 millions d'anciens francs pour chaque citoyen koweïti chaque année. En 24 heures, M. François Poncet se sera entretenu avec l'émir du Koweït, le cheikh Jaber, le prince héritier, le cheikh Saad, le ministre des Affaires étrangères, le cheikh Sabah, le ministre des Finances, M. Abdulrahman, le ministre du Pétrole, le cheikh Ali Khalifa, et j'en passe. Avant le départ, il s'adresse ici aux journalistes koweïtis. Est-ce que vous avez un secret pour maintenir ce rythme infernal auquel vous êtes soumis? Il n'y a pas de secret, il y a des disciplines. Et je crois qu'il y en a en fait 2. L'une, c'est l'équipe. Il faut une équipe solide, dynamique, jeune. Je crois que j'ai la chance de l'avoir. Et puis, il faut une hygiène. Et cette hygiène, je m'efforce de la maintenir par des exercices physiques réguliers et par un minimum d'heures de sommeil. Je mène une vie en définitive assez normale. Elle comporte beaucoup de travail, mais elle n'est pas infernale. Koweït, Abu Dhabi, 1h30 de vol. Comité d'accueil, M. Ahmed Khalifa Al-Souaidi, ministre des Affaires étrangères. Abu Dhabi, gros fournisseur de pétrole pour la France, qui lui achète 10 millions de tonnes par an, presque 10% de nos importations pétrolières. Revenu du pétrole, près de 10 milliards de dollars en 1977, ce qui donne un revenu annuel par tête d'Abu Dhabien de 40 000 $, soit 18 millions d'anciens francs. On comprend la qualité et la beauté de l'architecture, l'urbanisme moderne et la verdure inattendue. La goutte d'eau douce d'arrosage coûte beaucoup plus cher que la goutte de pétrole. Oui, elle a déjà parlé. Nouvelle conférence de travail du ministre avec ses collaborateurs et en particulier l'ambassadeur de France, M. Guisset. Bon, monsieur l'ambassadeur, comment est-ce que va se passer alors notre visite et quel langage souhaitez-vous que je tienne? Premier entretien avec le cheikh Sultan Ben Zayed Al Nahyan, commandant en chef des forces armées. Après lui, il y aura le ministre des Affaires étrangères, le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, le cheikh Zayed, et j'en passe. Heureusement, même à Abu Dhabi, il reste des traces de couleur locale. Une mosquée, même toute neuve, est un objet d'art. Et en cherchant bien, on trouve un vieux port avec de vrais pêcheurs, comme du temps des pêcheurs de perles. Dans l'avion du retour, une dernière conversation avec les journalistes français qui ont fait partie du voyage. Et il est question de 1979. Maintenant, après le Moyen-Orient, c'est l'Europe. La France assume la présidence des communautés européennes à Bruxelles.
Et après les kilomètres de chemin parcouru, après la couleur locale de l'Orient, ce sont les kilogrammes de dossiers de l'Europe qui m'attendent. Ce sont les heures de négociation, des négociations laborieuses qui se terminent souvent tard dans la nuit, mais où les enjeux sont importants puisqu'il s'agit de la construction de l'Europe, c'est-à-dire en définitive de l'avenir de nos garçons et de nos filles. Par conséquent, c'est avec un égal cœur que je m'attaquerai à ce nouveau problème. 1979 sera aussi l'année de l'enfant, comme l'a décidé l'Assemblée générale des Nations unies. L'ONU a souhaité que l'on s'occupe davantage des besoins particuliers des enfants. Et il est vrai que récemment, dans un sondage Sofres, 57% des Français estimaient que notre société ne faisait pas vraiment sa place à l'enfant, qu'elle n'était pas accueillante pour lui. Et toujours d'après ce sondage, c'est particulièrement évident chez les moins de 35 ans. Cela dit, un autre problème est lié à celui-ci, il doit être mis en lumière, aussi en France, c'est celui de la natalité. Car paradoxalement, les Français estiment qu'on ne s'occupe pas assez des enfants, mais en même temps, ils en désirent peu. L'an 2000, ce sera certainement toujours l'importance du couple, que j'avais déjà prévu dans Demain les femmes il y a 13 ans, par rapport à la famille, le couple avant tout, et une famille assez rétrécie, une famille petite, assez tournée vers elle-même, pas du tout une famille en crise, comme on le dit toujours, qui éclate. Je dirais plutôt une famille à étages. Une famille, il y aura au moins 4 étages, c'est-à-dire les petits, les parents jeunes, les grands-parents qui seront extrêmement nombreux et qui continueront à avoir une activité importante, et les arrière-grands-parents. Ceci, ce sera une chose tout à fait nouvelle par rapport à ce que ont vécu nos sociétés jusqu'ici. Je vois la disparition, par exemple, des grandes fratries, des personnes qui ont de nombreux frères et sœurs. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de Français qui avaient plus de 3-4 frères et sœurs, qui ont appris donc, étant enfants, à s'aider ou à partager ou à vivre une vie un peu plus communautaire. Là, justement, peut-être qu'il y aura des formes de socialisation qui devront remplacer ça, puisque ce sera des petites familles complètement rétrécies et assez centrées sur elles-mêmes. On voit par exemple que les gens qui sont enfants uniques s'éloignent rarement du lieu où habitent leurs parents. En l'an 2000, on peut penser que même la mobilité sociale sera un peu empêchée par le fait qu'il n'y aura guère que des petites familles avec ascendants, etc. En 1811, 29 millions de Françaises et de Français donnent le jour à 900 000 bébés. 135 ans après, en 1946, en sortant de la guerre, la France enregistre 850 000 naissances. En 1951, nous n'avons pas su faire mieux que 822 000 bébés. La fécondité des 52 800 000 Français de 1977 est encore moindre, 745 000 naissances. En 166 années, nous sommes passés de 29 à 52 millions d'habitants, mais cela est dû au progrès de la médecine, de l'hygiène et des conditions de vie, car le nombre moyen d'enfants par couple n'a cessé de baisser depuis le milieu du XVIIIe siècle. 5 enfants sous la Révolution, 4,5 en 1811, 3,5 en 1900, 2 déjà en 1930, une remontée à 2,6 en 1960 et puis de nouveau 2 enfants en 1969 et 1,87 aujourd'hui. Moins de 2 enfants par couple, c'est insuffisant pour simplement maintenir la population à son chiffre actuel. Il faudrait que le taux de fécondité remonte au moins à 2,1, sinon c'est la chute. Dans un siècle, il n'y aurait plus que 36 millions d'habitants dans une France exsangue et ruinée. Les gros problèmes du vieillissement, du nombre de personnes âgées, commenceront en 2010 surtout, et iront en s'accroissant. C'est à ce moment-là que les personnes qui ont maintenant une trentaine d'années, qui sont les plus nombreuses de la population française, arriveront à avoir 65, 70 ans, 75 ans, etc. Par conséquent, on se trouve là, devant un 21e siècle qui pose, lui, d'autres problèmes. Qu'est-ce qui va se passer si la natalité, la fécondité qui a baissé ces dernières années, ne redémarre pas? On s'aperçoit par exemple qu'avec la fécondité que nous avons depuis 5 ans en France, si on la prolonge,
vers la fin du XXIe siècle, la France n'aurait plus que 30 millions d'habitants. Mais si elle baisse encore un peu, et si nous atteignons une fécondité qui est celle, par exemple, de la Suisse ou de l'Allemagne en ce moment, alors la France n'aurait plus que 17 millions d'habitants. Je crois c'est maintenant qu'il faut se préoccuper de ce problème et de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'équilibre pour le XXIe siècle. Je ne dis pas du tout de croissance démographique, ce n'est pas du tout le problème, mais d'un équilibre vivable, parce que de toute façon, la qualité de vie qu'on apporte et qu'on apportera alors aux personnes feront qu'ils vivront plus âgés, et tant mieux, on ne va pas les tuer. Et donc il faudra faire face à un vieillissement de bonne source, si je puis dire, qui vient de la qualité de vie. Mais si on y ajoute un vieillissement supplémentaire venant d'une fécondité insuffisante, alors là on aura affaire à une population et une société presque décadente. Sachez encore qu'au large de l'Espagne, un pétrolier grec a pris feu et a coulé. 6 membres de l'équipage ont été tués et 28 sont portés disparus. Cet accident se double d'une alerte à la marée noire car une fissure s'est produite dans le pétrolier qui transportait 218 000 tonnes de fioul. Sport, c'est le Français Booster qui a remporté la nuit dernière la corrida de la Saint-Sylvestre à São Paulo, au Brésil. Oui, Booster, celui qui avait gagné le Cross du Figaro et qui s'était placé second au Cross du Pèlerin. Le tiercé de ce 1er janvier a été remporté par Ildo le 9, Yoki le 3 et Arak Arabi le 7. Combinaison gagnante donc le 9, 3 et 7, qui rapporte dans l'ordre 6 865 francs et dans un ordre différent 1015 francs 50 pour 5 francs bien entendu. Et puisque nous parlons jeu, arrêtons-nous au loto qui depuis sa création il y a 2 ans et demi même, connaît un succès croissant. Il talonne le tiercé et laisse loin derrière la loterie nationale. À partir d'aujourd'hui, le loto et la loterie vont être réorganisés. Ils vont devenir une société d'économie mixte avec un capital détenu par l'État en majorité et aussi par des actionnaires privés. Mais pour les joueurs, je vous rassure, rien n'est changé. Chaque mercredi, 8 millions de Français ont les yeux fixés sur 49 petites boules. En un an, le nombre des adeptes du loto a doublé et depuis sa création en 1976, 300 personnes ont gagné un gros lot supérieur à 90 millions de centimes. Pourtant, un joueur qui fait une mise moyenne de 9 francs n'a qu'une chance sur 1 million de gagner un gros lot. Est-ce que vous jouez régulièrement au loto? Oui, toutes les semaines. Et vous avez déjà gagné? Quelquefois, oui, mais pas des grosses sommes, des petites sommes. C'est-à-dire? Des 600, des 1000 francs, des petites sommes. Bien sûr, je joue dans l'espoir de gagner une somme plus ou moins grande, ou un petit pécule, mais je ne suis pas uniquement dans cet esprit-là. On mise au loto pour le simple plaisir de jouer, mais aussi par habitude, et peut-être pour poursuivre un rêve de semaine en semaine. Un rêve qui repose sur l'industrie du loto. En ordre de rapport global, bien entendu, ce sont les parieurs qui sont les grands bénéficiaires, qui bénéficient de l'essentiel des mises de loto. Il est vrai aussi que l'État, et c'est tout à fait normal, prélève des sommes importantes, qui sont d'ailleurs autant de moins à payer par le contribuable sur ses impôts directs ou indirects. Combien le loto rapporte-t-il à l'État chaque année? Alors, le loto et la loterie rapportent chaque année de l'ordre de 700 à 800 millions en l'état actuel des choses. Et combien pour le loto sur ces 800 millions? Pratiquement 9 dixièmes environ. L'importance du loto étant maintenant primordiale par rapport à celle de la loterie nationale. À 45 ans, la loterie nationale s'essouffle. C'est compréhensible. Un billet coûte au minimum 7 francs pour un gros lot de 400 000 francs. Au loto, on peut ne miser que 2 francs et en gagner 9 millions. L'État prélève sur l'industrie du jeu l'équivalent de 4% de l'impôt sur le revenu. Alors, si tous les Français jouaient, les billets de loterie remplaceraient peut-être les feuilles d'impôt et les percepteurs n'auraient plus qu'à s'installer dans les guérites. La météo. Eh bien, je ne vous étonnerai pas si je vous dis que la nuit prochaine, il gèlera partout. Les températures descendront jusqu'à -15 dans le nord-est et -10 dans les autres régions, sauf au bord de la mer où il fera moins froid. Verglas sur l'ensemble des routes. Demain mardi, temps froid et sec. Dans la moitié nord-est, le gel persistera dans la journée. Ce journal est terminé. Daniel Bilalian vous présentera à 22h45 les toutes dernières nouvelles. La rédaction d'Antenne 2 vous renouvelle ses meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne soirée.